Alors, je crois que je vais passer la parole. Ah oui, ça y est. Donc là, nous allons proprement parler, débuter l'après-midi avec le docteur Rubio, donc qui est référent régional périnatalité. Donc, docteur Rubio, vous pouvez commencer à ouvrir votre micro et votre vidéo. Et donc, docteur Rubio va nous présenter l'allaitement en France. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, pas de réaction, donc je pense que ça doit être bon. Oui, on vous entend. Et on vous entend. Très bien, parfait. Donc effectivement, on m'a chargé de la difficile tâche de parler de l'allaitement en France et dans la région. Donc effectivement, beaucoup d'entre vous me connaissent, je suis référent médical périnatalité et pédiatrie à l'ARS et je fais partie de la direction de l'offre de soins. Donc la question de l'allaitement en France, c'est une question complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Vous voyez que les données que j'ai trouvées sont relativement anciennes, puisque ça va faire bientôt 10 ans. C'est celle de l'étude ELF, que vous connaissez certainement, qui est une enquête sur 18 000 naissances. Et donc les enfants sont suivis au long cours. Et donc cette enquête a permis d'avoir des données assez robustes sur les taux d'allaitement. Et on voit que finalement l'allaitement exclusif et partiel est démarré en maternité pour 70% des nouveau-nés. Alors vous avez à droite les chiffres concernant incluant les jumeaux. Voilà. Et l'allaitement exclusif, c'est 59% des nouveau-nés. C'était il y a 10 ans. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude ELF, c'est qu'il y a eu une analyse assez précise des facteurs maternels favorisant l'allaitement. Donc, les caractéristiques socio-démographiques et culturelles qui influencent positivement sur la décision d'allaiter. Vous voyez que la significativité est importante puisque le petit p est inférieur à 0,01. Donc, le fait d'être né hors de France, donc les femmes et originaire d'un autre pays que la France allaitent plus. Le fait d'avoir une catégorie socio-professionnelle élevée ou un niveau d'études élevé sont des facteurs favorisant la décision d'allaiter. D'être marié et en couple. Les femmes qui allaitent le plus sont les femmes entre 30 et 34 ans. Les femmes en emploi allaitent plus, mais aussi les étudiantes. Alors c'est un petit nombre d'étudiantes qui font partie de l'étude. Enfin, les non-fumeuses allaitent plus que les fumeuses. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les caractéristiques paternelles jouent dans le même sens et avec la même significativité. Donc, le père est un soutien important pour l'allaitement. Donc, on voit se dessiner quand même un profil des femmes qui allaitent, qui correspond plutôt à des femmes avec un haut niveau d'études, des conditions socio-économiques très favorables. Alors les autres facteurs importants sont les circonstances de grossesse, quelque chose que vous connaissez certainement très bien travaillant en maternité. Plus la femme a fait de séances de préparation à la naissance, plus elle a tendance à allaiter. Les femmes qui ont une grossesse unique allaitent plus que les gémellaires. Enfin, les femmes qui ont un INC normal allaitent plus que celles qui sont ou trop maigres ou en obésité. Les femmes avec une voix basse allaitent plus que celles avec une césarienne, et le fait que l'enfant ne soit ni transféré, ni prématuré ou de faible poids est un facteur favorisant l'allaitement. Tout ça, vous le connaissez par cœur. Enfin, le rond de naissance. Et un dernier facteur, c'est la présence du père à la naissance. Alors on voit que sur tous ces facteurs, il est difficile d'agir, puisque finalement ils échappent totalement à la possibilité de prévention. Les seuls sur lesquels on peut agir vraiment, c'est le nombre de séances de préparation, la présence du père et éventuellement l'accompagnement des femmes par rapport au tabac. Alors, si on regarde une étude qui était spécifique sur l'allaitement, qui est l'étude EpiFAN, qui elle aussi commence à être assez ancienne, on retrouve des chiffres assez similaires.
L'intérêt de cette étude, c'est d'avoir étudié l'allaitement non pas seulement à la maternité, mais aussi tout au long de la première année de vie de l'enfant. Et on voit sans surprise que les taux d'allaitement, donc on est aussi un petit peu supérieur à 70%, baisse à 3 mois, à 6 mois, et qu'à 12 mois, il n'y a plus que environ 9% des femmes qui allaitent. Alors, représenté sur une courbe, c'est un peu plus parlant, donc on voit de façon non surprenante que petit à petit, les taux d'allaitement baissent. À 6 mois, il n'y a plus aucun enfant qui est exclusivement allaité, puisque tous les enfants ont une diversification. J'attire votre attention sur le début de la courbe, parce que c'est celle qui va vous concerner, et on voit quand même que ce début de courbe montre une descente très rapide des taux d'allaitement, qui correspond à la première semaine et au séjour en maternité. Et là, on voit qu'on a quand même un rôle à jouer au niveau des maternités et de la fin de grossesse, parce que manifestement, il y a beaucoup de femmes qui ont eu l'intention d'allaiter, qui démarrent à l'allaitement et qui abandonnent très rapidement. D'où l'intérêt de se focaliser quand même sur cette phase de démarrage, puisqu'après, on voit que la décroissance, finalement, on agit assez peu dessus. Oups. Alors, qu'en est-il dans notre région? Alors, qu'est-ce que j'ai comme chiffres? C'est ceux de l'enquête nationale périnatale. Donc là, on a des données un petit peu plus récentes, 2010 et 2016. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit en 2010 ou en 2016, les taux d'allaitement étaient plus élevés que la moyenne de la France métropolitaine, avec cependant, comme vous le voyez, une diminution entre 2010 et 2016, que ce soit en France métropolitaine ou en Auvergne. Alors vous allez me dire, bah finalement, puisqu'on est très bon, pourquoi on a besoin de se former ou de faire des labellisations IHAB? Alors, le problème, c'est que la région n'est pas homogène. Si on regarde les taux d'allaitement par département, on voit qu'en fait, on a des taux d'allaitement qui sont proches de 78% dans les Hauts-de-Savoie et Savoie, et qui sont progressivement plus bas, et pour les taux les plus bas au niveau du Cantal, à peu près à 50%. Alors ces données sont à prendre avec des pincettes, puisqu'elles sont issues des certificats du 8e jour, dont finalement la qualité dépend un petit peu de la qualité de remplissage et d'analyse. Mais enfin bon, je pense qu'elles sont quand même suffisamment robustes, puisqu'elles ont été publiées par l'adresse. Alors la carte de droite, ce n'est pas la carte de l'incidence du Covid, car elle ressemble beaucoup aux cartes que vous voyez dans la presse, c'est la carte de l'allaitement. Et on voit que cette tendance, je dirais ce gradient est-ouest sur l'allaitement se retrouve pas seulement en Rhône-Alpes, mais aussi en PACA, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, bon, je n'ai pas d'explication très claire sur pourquoi les femmes de l'Est de la France allaitent plus que celles de l'Ouest, mais bon, en tout cas, c'est un fait qui n'est pas uniquement présent dans notre région. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu plus loin sur les raisons de ces différences. Alors, on a vu comme les critères socio-économiques sont importants. Et si on regarde l'indice de développement humain, qui est un indice composite entre des indicateurs de santé, d'instruction et de PIB, on voit qu'on retrouve ce même gradient est-ouest avec des catégories socio-professionnelles, enfin un indice plus élevé dans les départements de l'Est de la région, dans les grandes villes, et des indices plus bas dans les zones les plus rurales et les plus éloignées des grandes villes. Donc probablement, c'est le facteur principal qui explique les différences dans la région, beaucoup plus probablement que les pratiques. Alors, j'ai regardé d'autres données, le taux de natalité, bon, la différence est moins flagrante, mais il y a quand même aussi des taux de natalité un peu plus élevés dans l'est de la région que dans l'ouest. Alors comment ce facteur peut jouer? Peut-être que si vous avez autour de vous plus de femmes enceintes et plus de femmes allaitantes, ça vous encourage plus et les femmes se sentent plus accompagnées, moins seules par rapport à leur allaitement. J'ai regardé aussi ce qu'il en était de l'offre de soins. Après tout, c'est ma référence. Alors je suis désolée, les cartes sont
moins lisible parce que j'ai pas pu isoler la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit quand même que le nombre de sages-femmes, la densité de sages-femmes installées par rapport au nombre de femmes est plus élevée là aussi dans la partie est et dans les grandes villes et les régions périphériques des grandes villes. Alors pour aller encore plus loin, j'ai regardé le taux de visite à domicile. Alors là, c'est moins flagrant puisqu'effectivement c'est beaucoup plus disparate et notamment le Cantal. Ah, ma webcam s'est arrêtée. Vous me l'avez arrêté exprès peut-être. Le Cantal a un taux de visite à domicile qui est tout à fait significatif, donc finalement ce n'est peut-être pas le facteur favorisant. On aurait pu penser que plus les femmes sont accompagnées en sortant de maternité, notamment avec les visites à domicile et le Prado, plus l'allaitement favorisé, mais manifestement c'est un facteur qui joue un petit peu moins. Pour les médecins généralistes, bon là la répartition est moins évidente, mais là aussi un peu plus de médecins généralistes, de densité de médecins généralistes dans l'est que dans l'ouest. Alors sur les pédiatres, j'ai pas de carte de densité. Alors on voit que les pédiatres sont vraiment regroupés dans les grandes villes. Et puis ne vous laissez pas abuser par la taille des ronds, puisque en fait un rond de cette taille-là représente 4 pédiatres. Donc on voit que la dispersion est vraiment très importante et que le nombre de pédiatres est assez faible et donc ne peuvent pas forcément être des acteurs très majeurs dans l'allaitement. Alors que fait l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en matière d'allaitement? Donc ce qui est notre référentiel en fait, c'est le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui est un plan qui est refait tous les 4 ans et donc actuellement nous sommes dans le plan 2018-2022. Et dans ce plan, il y a un objectif, promouvoir l'allaitement maternel. Et donc particulièrement l'objectif 1 qui consiste à agir avec les professionnels de santé et en milieu de soins. Donc je vous laisserai lire la recommandation complète, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça parle d'élaborer des recommandations, d'assurer la mise à niveau des connaissances des équipes et surtout de favoriser dans les maternités et services de néonat des conditions pour le succès de l'allaitement maternel reconnues par l'OMS. Et ceci est une référence très claire à l'IHAB qui est un label international reconnu par l'OMS. Donc les actions qui sont en cours, donc il y a eu l'action de formation des professionnels de santé des services de néonat, le e-learning Fleur de lait qui a été financé par l'ARS il y a 4 ans, me semble-t-il, et qui est toujours en cours, permettant des remises à niveau et la formation de beaucoup de maternités. Donc Delphine Santini a parlé de financement de l'association IPA et du CERDAM, donc le centre de documentation. Nous finançons aussi l'association Reflet qui organise des interventions de consultantes en lactation dans les maternités de la Loire. Et puis nous avons divers petits autres financements. Alors nous avons une stratégie concernant l'allaitement qui a été validée en 2019. Et qui très clairement prévoit de promouvoir la labellisation IHAB des maternités et services de néonat. Pourquoi? Parce que notre région est une des régions de France où le label IHAB est le moins développé. Il y avait en 2019 une seule maternité sur 58 qui était labellisée. D'où l'organisation d'une journée du 9 juin qui a été annulée, comme vous l'ont dit les intervenantes précédentes, et l'organisation de ce webinaire sur l'IHAB. L'histoire ne se terminera pas là puisque nous allons organiser par la suite des échanges de pratiques sous forme de demi-journées qui seront évidemment pour l'instant en visio, avec notamment la possibilité pour les équipes qui sont en cours de certification, parce que effectivement, enfin Madame Caroline François vous en parlera plus, mais heureusement les équipes ne nous ont pas attendus et un certain nombre d'équipes dans la région ont démarré leur certification. On a des objectifs de formation essentiellement via IPA. Et puis, compte tenu des données que je vous ai présentées, l'ARS ayant comme mission de
de réduire les inégalités sociales de santé, il serait logique de prioriser l'ouest de la région. Mais ceci n'est pas validé dans la stratégie, mais c'est un questionnement qu'il faudra qu'on ait. En ce qui concerne la promotion de l'IHAB, on a donc depuis peu de temps 2 maternités labellisées que je vais citer, la clinique Beldon qui est labellisée depuis de nombreuses années et l'hôpital de Firminy qui a été labellisé très récemment. Plusieurs maternités donc sont en démarche. Donc je vais terminer par des remerciements donc au professeur Damien Sultil qui est président de l'IHAB France mais qui est aussi chef de service d'une des la plus grosse maternité de France métropolitaine qui est la maternité de Jeanne de Flandre à Lille. Et son intervention est importante puisque une des réticences qu'on entendait par rapport à l'IHAB, c'est que ça n'était pas fait pour les grosses maternités, pour les niveaux 3. Donc on verra comment ça a pu se mettre en place dans un niveau 3. Le docteur Caroline François va elle aussi parler des idées reçues sur l'IHAB, ce qui permettra vraiment je pense, de vous aider à vous en faire une représentation plus réelle, et notamment le fait que l'IHAB ne s'occupe pas seulement d'allaitement, mais aussi de bientraitance et en parfaite continuité avec les soins de développement qui sont mis en place dans les maternités de la région. Et je remercie particulièrement Céline Buller qui a énormément bossé pour organiser d'abord pour organiser la journée qui a malheureusement été annulée, puis pour organiser ce séminaire avec des enjeux techniques importants. Voilà, je vous remercie de votre attention